Bonjour à toutes et à tous qui nous avaient rejoints pour ce webinaire. Bonjour Nadia, bonjour Kamel. Bonjour Katarzyna. Tous en cœur. Un cœur. Écoutez, voilà, le temps que d'autres personnes éventuellement nous rejoignent à cette nouvelle édition, on va dire, de Mon dossier France Compétente, parce que c'est le nom de la petite série que l'on a donné à cette série de webinaires et qui va aujourd'hui aborder la procédure d'assurance qualité. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de vous présenter voilà, pour nous dire un peu qui vous êtes et qui vous êtes aussi en tant que certificateur. Allez, commence. J'y vais. Allez, Allez, c'est parti. Donc, moi, je suis Nadia Boily. Je dirige aujourd'hui un centre de formation et de coaching qui s'appelle Graines de réussite. Et alors, j'ai pas toujours été à ce poste-là. J'ai travaillé pendant longtemps en tant qu'infirmière. Et puis, la vie, des redirections, des formations, des apprentissages. Et me voici ici devant vous. Aujourd'hui, je dirige cette entité avec Kamel. Donc, on propose des formations très transverses parce que notre public est plutôt large puisqu'on accompagne des enfants, mais aussi des adultes et des entreprises, notamment dans le cadre de tout ce qui est optimisation du traitement de l'information à travers des outils tels que la lecture rapide et efficiente, la carte mentale, les stratégies de mémorisation. Donc, on permet à chacun d'apprendre à apprendre et de pouvoir mettre ça en application, que ce soit dans la sphère scolaire ou professionnelle. En entreprise, c'est très, très sollicité pour le coup, parce que c'est un gain de temps énorme, que ce soit pour traiter des documents, des réunions, faire du brainstorming, etc., etc. Enfin, toutes les problématiques que peuvent rencontrer tous les collaborateurs dans le cadre de leurs entreprises. Et Kamel, Kamel, je laisse parler. Elle a quasiment tout dit, hein, vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe. Donc Nadia, je suis donc Kamel, je suis directeur général de chez Graines de réussite. Et effectivement, on accompagne différentes personnes. Donc, moi, je suis de base ingénieur dans le spatial au CNES, et c'est vrai que ce sont des outils que j'utilise au quotidien, et du coup, on transmet avec plaisir et passion, effectivement. Et on est donc certificateur depuis quelques mois maintenant. Ah oui, quelques mois. Grâce au magnifique accompagnement de Katarzyna, ça je tiens à le dire parce que vraiment c'était bon, on va en parler certainement. Mais c'est une nouvelle aventure pour nous parce que ça demande une structure, une organisation et en même temps une satisfaction parce que reconnaissance de la qualité aussi de nos formations et puis des compétences surtout qui sont acquises. Oui. On va, je pense, échanger un peu plus sur cette certification-là, mais nous, on a eu une agréable surprise que justement cette certification-là, pour une première certification, elle nous a été acceptée pour 5 ans, et c'était quelque chose de magnifique quand on voit que plein de nouvelles entités n'ont pas eu autant d'années. Ça prouve que justement la qualité était au rendez-vous, donc très bien. La qualité, l'authenticité, c'est vraiment, moi en tout cas, c'est ce que je retiens de l'accompagnement, c'est une chose, mais aussi de tout ce que vous avez mis en œuvre dans le lancement de cette certification. Puis voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long du webinaire. D'ailleurs, chères participantes, chers participants, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, vous savez comment ça fonctionne, mais sinon, vous avez à droite de votre écran un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à le faire au fur et à mesure du webinaire et on se fera plaisir d'y répondre autant que possible au fur et à mesure. Et les questions, c'est pas qu'à moi, parce que bon, moi, on va dire, la consultante, c'est une chose, mais c'est aussi, vous avez des certificateurs en face de vous. Et c'est intéressant aussi de leur poser directement la question sur leur manière d'aborder les choses et leur vision aussi des choses. Allez, on va attaquer ce petit webinaire parce que du coup, on a plein de choses à dire dans notre... On en a fait un petit programme, comme d'habitude. Donc, je vais commencer par faire quelques rappels pour bien contextualiser, comprendre la portée du sujet, même si je pense que ceux qui ont l'habitude de suivre maintenant cette série de webinaires sont déjà plus ou moins sensibilisés quand même au sujet de la certification. Mais quelques rappels, ça ne fait jamais de mal. Ensuite, on va on va répondre à une question, à savoir pourquoi formaliser le process qualité de la certification. Et on va surtout essayer de comprendre ce que ça veut dire, un process qualité de la certification.
On va voir également ce qu'on peut intégrer dans cette procédure qualité. Et avec des exemples, j'essaie de donner des exemples vraiment concrets. Et ensuite, on abordera pour conclure les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour garantir les règles qui encadrent la certification. Hop. Alors, quelques petits rappels de contexte. Rapidement, notamment pour ceux qui se lancent dans un projet de certification. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat aussi, à nous dire si vous êtes en phase de projet ou si vous êtes déjà dans l'élaboration documentaire de votre demande d'enregistrement. Ça permettra peut-être aussi d'orienter la suite du webinaire. Donc, petit rappel, une formation n'est pas une certification. Une certification n'est pas une formation. Alors, bon, désolé, je vais le dire, mais à force, je suis lourde de répéter toujours et encore la même chose, mais c'est très, très important de bien faire le distinguo entre ces deux notions, certification et formation. Peut-être que d'ailleurs, Nadia, Kamel, au départ, c'était peut-être pas si clair, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les porteurs de projets. Voilà, il faut bien comprendre le périmètre de ces deux aspects qui sont très complémentaires. Une formation permet d'acquérir des compétences à travers les objectifs de la formation. C'est d'ailleurs pour ça que ces objectifs, ils sont formalisés dans un programme de formation. Mais ces objectifs, il faut s'assurer qu'ils sont maîtrisés. Et la certification, c'est vraiment tout le processus d'évaluation des compétences. C'est en gros les épreuves, avec un jury d'examen qui va permettre d'évaluer ces compétences, qui permet donc que cette formation, elle a eu une certaine portée. Et donc, c'est là qu'on voit que ces deux aspects sont complémentaires. Hop, donc voilà, si on fait un petit champ lexical de ce qui relève de la formation et ce qui relève de la certification. Voilà, ce que le programme, le séquençage pédagogique, le formateur, les évaluations formatives, la feuille d'émargement est à la formation, et bien le référentiel de compétences, les modalités d'évaluation certificative, le jury d'examen ou encore le PV de jury, etc., liés à la certification. Voilà. Donc, là, encore une fois, ça permet peut-être un petit peu de dissocier les deux. Pour vous deux, comment vous avez abordé cette différence au départ entre formation, certification comment vous avez franchi le cap de « Ah oui, ok, c'est bon, maintenant j'ai compris ce que c'est ». Ah oui, mais en fait, oui, ça a dû être beaucoup répété parce que… Non, mais c'est vrai que c'était… Parce que nous… On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait effectivement on va dire… autant d'informations nécessaires autour, de validation, de structure. Et surtout, on regardait ça sous le prisme, on est des formateurs. Donc, on a un peu on a un modèle qui, OK, voilà le process pour la formation et les contenus, etc. C'est vrai que régulièrement, on te faisait des explications. Oui, non, mais non, là, c'est la formation. Moi, je cherche les compétences. Quelles sont les compétences? Et donc, tout ce travail s'est fait progressivement. Et après, une fois que c'est… En fait, à un moment donné, il y a une espèce de déclic qui se crée. Et puis, je dis, OK, c'est bon, j'ai compris, c'est intégré. Donc, maintenant, on va procéder plutôt en compétences. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on est de l'autre côté un petit peu de la barrière. Et du coup, ça complète aussi, ça améliore encore plus, je trouve, notre formation. Parce que ça nous oblige à aller creuser justement. OK, on transmet des choses, il y a des choses incroyables qui se passent chez chacun. Ouais, mais concrètement, OK, tu fais ça, mais quelles sont les compétences qui sont débloquées par quel process, quelles sont les modalités, etc. C'était tout un exercice, mais c'était très intéressant et on en ressort grandi, je trouve. C'est au-delà de la certification. Et oui, parce que là, du coup, c'est là, j'imagine aussi que vous pouvez pleinement mesurer, vous le faisiez déjà avant, bien entendu, oui, mesurer l'impact en fait dans le quotidien professionnel de vos apprenants, ce qu'ils deviennent et comment ils utilisent ces compétences. Donc c'est exactement ça. Certificative. Bon, parfait. Je sais que maintenant c'est ancré, donc ça c'est bien. Ah voilà, c'est complètement ancré. Voilà. Donc, juste pour finir de contextualiser la dimension certificative, quand on crée une certification, en tout cas au sens de France Compétences, on procède à une demande d'enregistrement de cette certification à l'un des deux répertoires nationaux, donc soit le RNCP, soit le RSCH. Donc RNCP,
répertoire national des certifications professionnelles, qui enregistre tout ce qui va relever de diplômes, de titres de ministère, les CQP. En fait, c'est tout ce qui concerne les métiers ou les groupes de métiers homogènes. Donc, quand on enregistre un métier de styliste designer de mode, de pâtissier, parce que je reprends toujours le même exemple, de professeur, voilà. Bon, ce sont des titres qu'on va retrouver au RNCP. Et puis, tout le répertoire, le RS, et donc c'est celui par lequel vous êtes concerné. Là, on va enregistrer des compétences complémentaires à un ou plusieurs métiers ou des compétences transversales à plusieurs métiers. Compétences transversales, c'est le cas notamment, par exemple, sur la pratique d'une langue étrangère qu'on va pouvoir utiliser dans différents métiers. Et quand on est sur des compétences complémentaires, c'est vraiment... moi, j'aime bien comparer ça à une corde qu'on va rajouter à un arc. Donc, je suis pro, j'ai un métier, et puis il y a par exemple des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui sont arrivées sur le marché. Eh bien, je dois m'approprier ces techniques-là pour pouvoir performer et durer sur le marché du travail. Vous, en l'occurrence, vous êtes sur une certification qui est l'utilisation des outils cognitifs. Concrètement, c'est quoi en fait Moi, j'aime bien parce que là, on est vraiment sur un outil. Puis alors, après, je vais faire un petit clin d'œil à mon cas perso. Mais en quoi elle consiste, votre certification? Qu'est-ce qu'elle valide comme compétence? Alors, nous, il y a plusieurs. Alors, nous, la certification, on était parti sur un axe au départ qui était spécialement dédié à la lecture. Et en creusant, on s'est dit non, finalement, il y a une complémentarité avec la carte mentale. Donc, forcément, d'associer ces deux outils prenait tout son sens pour nous, parce que de toute façon, quand on formait et l'un et l'autre. Et souvent, les personnes, quand elles choisissaient l'une des formations, de fait, elles complétaient avec l'autre pour être encore plus performants. Et donc, oui, du coup, on a créé on a travaillé sur cette certification qui se nomme optimisation du traitement de l'info à travers la carte. Alors moi, j'ai réduite à optimisation du traitement de l'info, c'est bien. Ça parle c'est très parlant tout de suite, mais à travers la lecture rapide et la carte mentale. Donc après, oui, à l'intérieur de cette certification, de ce répertoire, ce répertoire spécifique, en fait, on a donc les compétences qui sont multiples. Tu veux en parler? Oui, on a développé en fait différents types de compétences, des compétences qui sont liées à la carte mentale, des compétences qui sont liées à la lecture efficiente. Et chacune de ces compétences, vraiment, on a fait un long cheminement, parce qu'au départ, on s'était simplement arrêté à soit de la vitesse et de la compréhension, soit du traitement de l'information, mais assez rapide. On était très global. Et sur une capacité de synthèse. Après avoir creusé avec Katharzyna, on est allé en profondeur, où on a évoqué plusieurs compétences qui sont vraiment liées à notre domaine de vie privé et professionnel. Donc, on va voir, on a justement vu que tous les bienfaits que ça apporte au quotidien à des personnes, non seulement d'un point de vue professionnel, au niveau évolution professionnelle, au niveau évolution de poste, au niveau amélioration de compétences, ça complète vraiment tout ce qui est évoqué ici, à la fois d'apporter un complément à notre activité, à la fois vraiment avoir des compétences transverses, parce qu'avec ces outils-là, on peut apprendre une langue, on peut aller développer un nouveau métier, on peut vraiment être efficace dans notre quotidien professionnel, et donc derrière, ça va apporter un bien-être personnel, et ça facilite vraiment ce quotidien qu'on a besoin, et surtout de chercher cet équilibre vie pro, vie perso. C'est vrai que les compétences, pour revenir aux compétences, en fait, nous, au départ, on voyait ça, c'était très global, et en fait, le fait de devoir décortiquer chacune des compétences, comment j'aborde un document, comment je me concentre, comment je lis le contenu, etc., comment je restitue l'information, comment j'organise mon espace. Oh là là, mon Dieu, c'était quelque chose de devoir décortiquer tout ça. Mais j'ai trouvé l'aventure top, parce que pour le coup, là, c'est comme si on avait disséqué la formation. C'est ça. C'est vraiment, pour le coup, c'est disséqué au détail près, et du coup, ça permet aussi de clarifier les choses en disant ouais, ça c'est pertinent, ça l'est peut-être moins, et pas de s'encombrer avec des fois des détails qui finalement n'ont pas de plus-value aussi. Donc
Et c'est ce qui permet aussi de c'est passer à la moulinette un tout, et puis de distinguer ses compétences, et puis ensuite pouvoir déterminer des modalités d'évaluation et des critères d'évaluation. Qu'est-ce que je dois savoir faire, qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour que je puisse prouver que je sais lire rapidement tout en comprenant le texte, etc. Et alors, oui, c'est essentiel. Et pour boucler la boucle, donc je vous ai accompagné là-dessus et ça a été un vrai plaisir. Donc maintenant, vous déroulez, au-delà de la formation, des sessions de certification. Et alors, pour tout vous dire, chers participants, en septembre qui arrive, je vais suivre moi-même la formation et passer la certification. Parce que pour le coup, dans un métier comme celui de consultant, mais j'ai envie de dire dans n'importe quel domaine, on fait une veille, on lit énormément de documentation, on s'approprie énormément de choses. Donc, on a une tête comme ça pour être plus ou moins à jour de tout ce qui se passe. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça comme compétence qu'il me faut. Donc, voilà, je suis vraiment ravie. Je pense que je suis pour se croiser. Pour se croiser, c'est ça. Alors, que l'on soit donc du coup, pour en revenir à notre sujet, dans le RS ou dans le RNCP, on a évidemment des points communs dans l'élaboration du dossier. Et on a un gros point commun sur le processus de certification. Alors, parce que souvent, on me pose la question, mais c'est quoi la différence entre procédure, processus, assurance qualité? En fait, j'ai envie de dire, peu importe, chacun va lui donner un petit peu des noms plus ou moins similaires, plus ou moins différents. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand on crée une certification, on va donner un fil rouge, un fil conducteur à comment est-ce que je fais pour évaluer les compétences des candidats à la certification. Et quand je dis comment je fais pour évaluer, c'est comment je fais pour évaluer pendant l'examen lui-même. Et c'est aussi tout ce qui vient en amont et tout ce qui vient en aval. C'est combien de temps à l'avance je vais m'inscrire à la certification. Qu'est-ce que je dois trouver dans mon dossier de candidature, pardon. Comment les épreuves vont se dérouler, qui va être le jury, combien de temps ça va durer, combien de temps je vais prendre pour délibérer, etc., etc. Donc, c'est une multitude de points auxquels il faut penser, qu'il faut anticiper et qu'il faut formaliser dans un document. Enfin, dans un ou plusieurs documents, j'ai envie de dire, peu importe. Mais il faut le formaliser, il faut le rédiger. Et c'est de ça que l'on parle, peu importe que l'on parle d'une procédure d'assurance qualité, que l'on parle d'un règlement d'évaluation. Voilà, c'est ce formalisme qui est attendu dans le dossier. On a une petite question dans le chat, si je peux vous laisser répondre, Nadia, Kamel. Pour Élodie, pouvez-vous me rappeler le titre de la certification dont vous venez de parler? J'ai raté le début du webinaire. Donc, oui. Alors, c'est la RS 6398, qui est optimiser le traitement de l'information grâce à la lecture rapide et la carte mentale. Voilà. C'est en fait, je vous laisse consulter en parallèle le référentiel. Voilà, je pense que ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Donc, de quoi parle-t-on? Ah, bah tiens, j'ai un petit logo qui apparaît en filigrane. Mais c'est pas grave. On parle d'un document clé qui assure que le processus de certification est rigoureux et fiable. Et j'insiste particulièrement sur ces deux termes. Rigoureux et fiable. Rigoureux, ça sous-entend que tout a été pensé dans le moindre détail. Fiable sous-entend que ça roule, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que ce document, il est conçu pour être un espèce de mode d'emploi, finalement. Puisque si le mode d'emploi ne me donne pas les bonnes indications, ma machine ne va pas tourner correctement. Donc, voilà, un rigoureux et fiable, c'est ça, c'est un mode d'emploi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer, avec des boutons on, des boutons off et des boutons, par exemple, sécurité. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un message d'erreur qui s'affiche? Traduisons ça dans la vraie vie par qu'est-ce qui se passe quand il y a un dysfonctionnement dans la vie de ma certification? Eh bien, le document va anticiper et prévoir des possibilités de solutions. Ce document qui formalise donc tout le processus garantit que le dispositif certificatif répond aux standards de qualité exigés par France Compétences. Il faut donner un signal fort à France Compétences. Quand on présente, on n'est pas du tout dans un dossier administratif. Alors, administratif, si, dans le sens où il faut élaborer un certain nombre de documents, mais l'instruction, donc quand vous déposez votre demande d'enregistrement, il y a un instructeur ou une instructrice qui prend le dossier en main et qui va le décortiquer, qui va l'analyser.
il faut que les instructeurs et les membres de la commission puissent être rassurés quant à la fiabilité de ce que vous avez mis en œuvre. Et donc, c'est pour ça que tout doit être formalisé de la plus claire et de la manière la plus pertinente et sensée possible. Donc, j'ai déjà un petit peu anticipé la question, à savoir pourquoi formaliser le processus qualité de la certification. Alors, si on reprend, hop, je regarde en même temps les petites questions apparues entre-temps. Optimiser le traitement, ben voilà, très bien. Oui, c'était quelqu'un qui avait répondu. Merci d'ailleurs. Vous êtes le webinaire, c'est génial. Parfait. Voilà, donc c'est un document qui fait référence. Pourquoi? Parce qu'il expose le fonctionnement de la certification. Il prévoit autant que possible tous les cas de figure et tout ce qu'il contient, et ça c'est hyper important, doit être appliqué à la lettre. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu, vous, dans votre quotidien en tant que certificateur, comment il vit ce document? Est-ce que bon, je pense qu'à force, vous devez le connaître par cœur, bref, entre l'élaboration et la mise en œuvre, mais voilà, est-ce que dans votre quotidien, il y a des moments où vous allez retourner voir ce qui se passe à l'intérieur, ou est-ce que, enfin voilà, dites-nous un petit peu, en termes de mise en œuvre, comment ça se traduit? Alors, c'est un document c'est un peu notre référence. Donc, effectivement, on l'a toujours près de nous, Oui. parce qu'on a toujours besoin quand même de s'assurer que chaque point est respecté. Alors, on s'appuie aussi sur des organismes externes qui font en sorte de faire respecter toutes ces exigences. Pardon. En tout cas, pour le process administratif, parce qu'il y a quand même un process administratif autour de la certification. Oui. Et nous, on a fait le choix. Alors, au début, on allait commencer par nous-mêmes. C'est pas compliqué en soi, mais c'est très chronophage. Et comme la certification, c'est quand même quelque chose de très réglé, structuré, et justement, ces process à respecter à la lettre, nous, on a fait le choix de se faire accompagner, on peut le dire ou pas? Oui, on peut dire d'organisme. Il y en a certainement d'autres, hein, mais celui-là est très bien. Enfin, en tout cas, nous, on en est satisfait. C'était MyCertif et donc qui s'assure de l'envoi des documents au bon moment, des convocations, etc., etc. Après, nous, sur place, oui, on fait, forcément, ça reste un référentiel. Hein, c'est comme si on avait notre Bible à côté et puis il faut qu'on aille de temps en temps aller fouiner là-dedans pour être sûr que toutes les choses sont structurées, bien qu'aujourd'hui, presque on le maîtrise sur le bout des doigts. Oui, de temps en temps, on a besoin quand même d'aller jeter un petit coup d'œil au cas où. Et puis, on en a besoin aussi parce que de temps en temps, quand même, notre jury évolue. Oui, aussi. Et donc, il a besoin quand même de consulter et de s'assurer du coup des différentes exigences à valider. Et donc, on a aussi, nous, perfectionné un peu plus justement ces différentes exigences en mettant des tableaux, en mettant en place des synthèses qui permettent d'être assez claires. Pour nous faciliter, en fait, au quotidien et pas avoir à réfléchir où est-ce que je mets. Donc, on essaie d'automatiser le maximum de choses et après, le reste, on suit vraiment à la lettre de façon très scolaire le process. Bon. Donc, un mode d'emploi, voilà. C'est exactement ça. C'est un mode d'emploi et il est essentiel. Je trouve, parce que finalement, avant, quand on formait, on faisait en sorte que les personnes qui étaient là repartent avec des vraies compétences, qu'ils aient maîtrisées. Donc, on avait quand même on avait déjà mis en place certaines choses. Mais là, le fait de les voir en différé, après avoir mis en application tout ce qu'ils ont appris, et puis revenir pour cette espèce de diplôme qui est très stressant pour eux. C'est marrant, ça c'est marrant à voir, parce que ça aussi c'est une expérience à vivre en tant que certificateur, parce que là on se retrouve, on passe pas une certification, nous on est de l'autre côté de la barrière, et de voir même émotionnellement parlant ce qui peut se jouer, j'aurais jamais pensé qu'à ce point-là, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a une maman, enfin c'est maman de 3 enfants dans le monde je sais plus, elle était, je sais plus ce qu'elle bossait. Elle bosse à la sécurité sociale. Oui, c'est la sécurité sociale. Bon, et je ne sais plus son poste. Il y a tellement de personnes qui passent, donc je ne sais pas forcément les métiers de chacun, mais elle était presque en larmes, en fait. Mais je dis, mais tout va bien se passer. Vous savez faire, vous êtes sorti de formation en sachant faire, vous avez mis en application. Et donc, tout ça, ce sont des rebondissements. Et nous, il faut qu'on reste dans la sphère très là.
et pas le cœur. On dit, bon, le process à suivre absolument. Mais c'est vrai qu'ils ont une certaine… Les gens ressentent une certaine pression liée à cette certification-là. Mais pour le coup, après l'avoir passé, ressentent une grande satisfaction parce qu'ils se disent que s'ils n'avaient pas cette certification à passer, ils n'auraient pas jaugé, ils n'auraient pas mis en application au quotidien pour s'entraîner, pour derrière. Et surtout… Et puis jauger aussi les réelles compétences, là pour le coup, parce qu'on parle de compétences. En fait, je sais faire, je sais synthétiser, je sais raisonner, je sais clarifier, je sais lire rapidement et pouvoir restituer des informations. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ouais. Et on a eu encore hier des personnes qui ont passé la certification, qui nous ont dit, plusieurs qui nous ont dit, c'est génial, ça nous a aidés, ça nous a transformés et ça nous a permis… C'est concret. Ça nous a vraiment d'aller plus loin. C'est concret, ouais. Bon, ben merci. Vous êtes vous constituez un super porte-parole de ce qu'une certification doit être. C'est pas juste, bon, ok, je passe un examen devant un jury. Non, on n'est pas que ça. Effectivement. J'ai intégré les compétences et je sais faire, mais concrètement, c'est ça. C'est ça. Je sais faire et du coup, même derrière, quand on doit présenter cette certification sur un CV lors d'un entretien ou même les mettre en application, c'est concret, c'est réel. C'est-à-dire il y a un jury quelque part qui a évalué mes compétences et qui a validé ces compétences-là et qui, du coup, aujourd'hui, je peux, sans aucun souci, pouvoir les mettre en avant ici et là ou les mettre en application dans son quotidien. Voilà. Regardez en même temps dans le chat. Bon, donc du coup, pour en revenir à notre procédure d'assurance, processus ou procédure. Alors, le processus, c'est ce qui est mis en œuvre. La procédure, c'est ce qui le formalise. Donc, pour formaliser cette procédure, eh bien, c'est pas pour, excusez-moi, c'est cette procédure, elle va permettre de rendre le travail du certificateur plus confortable. J'ai un doute, je consulte ma procédure. J'ai un nouveau collaborateur qui rejoint mon organisme, on va lui mettre à disposition la procédure en disant, vas-y, lis, parce que finalement, toutes les règles du jeu, elles sont là. Le jury d'examen, c'est pareil. Et puis, on va pouvoir en extraire aussi des éléments pour constituer un règlement de certification, d'évaluation qu'on va transmettre à nos candidats. Donc, ça offre des repères pour tout le monde, pour l'organisme certificateur, pour les membres du jury, pour les candidats. Et finalement, c'est un document qui, à lui tout seul, est une foire aux questions, quoi. Tout y est. Normalement, tout est là. Oh oui, tout y est. Je vous assure que ça a tellement été décortiqué que vraiment tout y est. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire figurer dans ce document? Eh bien, il n'y a pas encore une fois de format préconçu ou d'ordre. Il y a par contre des points qu'il ne faut surtout pas omettre. Je vais vous en lister quelques exemples, mais encore une fois, selon la portée de la certification selon sa nature, elle ne va pas être tout à fait présentée de la même façon, même dans la procédure qualité. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Il n'y a pas forcément un ordre d'importance. Ça, c'est un point à intégrer. Donc, on va trouver notamment les prérequis et les conditions d'accès à la certification. Qu'est-ce que je dois respecter comme prérequis de niveau, de maîtrise de quelque chose, et quelles sont les conditions d'accès? Est-ce que je dois avoir suivi une formation en particulier ou est-ce que je peux accéder à la formation, par exemple, en ayant un certain niveau d'expérience? Voilà. Donc ça doit être déterminé. Qu'il y ait des prérequis ou qu'il n'y en ait pas, mais il faut simplement le formaliser. Il faudra aussi préciser les modalités relatives au bon déroulement de la certification. Tout ce qui concerne l'organisation, le calendrier notamment. Je vous donne un exemple, mais jusqu'à combien de temps avant le passage de la certification je peux m'inscrire? Pour m'y inscrire, en termes d'organisation, qu'est-ce que je dois fournir? Je ne sais pas s'il y a des justificatifs particuliers. Est-ce que je dois faire un entretien en amont? Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on va intégrer. On va parler aussi des aménagements des épreuves, notamment si
si je suis une personne dans une situation de handicap ou si je suis une personne qui, par des contraintes particulières d'emploi du temps, etc., si je peux faire des aménagements d'épreuves, je vais pouvoir les exposer à cet endroit-là. Alors, on ne peut pas anticiper toutes les situations de toutes les personnes au cas par cas, ça c'est impossible, mais on peut déjà formaliser des cas généraux et après, effectivement, on va dire, quand il faut rentrer dans le détail, comment est-ce que je vais procéder? Est-ce que je vais m'adresser à un expert? Est-ce que j'ai forcément, a priori, en interne, un référent handicap qui va pouvoir se pencher sur le sujet? On va aussi intégrer des points concernant la discipline et les sanctions. J'entends par là, qu'est-ce que je fais en cas de fraude? Voilà, admettons, j'ai un candidat, s'il y a tricherie, voilà, un candidat qui copie sur un autre ou un candidat qui aurait un peu tendance à loucher sur son téléphone portable. Encore une fois, ça dépend de comment vous déroulez votre certification, parce que parfois, les évaluations, elles se font en présentiel, parfois elles se font en distanciel, parfois il y a de la surveillance, parfois il n'y en a pas. Tout dépend aussi de la nature des épreuves. Mais n'empêche que si écart il y a, que ce soit pour fraude, ou ça pourrait être aussi, tiens, pourquoi pas aussi par manque de respect envers l'un des membres du jury, quelles sont les sanctions prévues? Donc ça aussi, ça demande une certaine réflexion. Et alors là, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur un point et de soulever une question. Comment est-ce que je peux m'assurer, comment est-ce que je peux me projeter pour définir toutes ces modalités? France Compétences exige que soit démontrée la pertinence de la certification à travers sa mise en œuvre, c'est pas pour rien. Il faut avoir testé le dispositif certificatif. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous aviez votre formation, vous aviez vos évaluations formatives, ça tournait, ça roulait, sauf que les évaluations formatives, il a fallu aussi les adapter pour en faire un format certificatif tel qu'attendu. Et donc, comment ça s'est passé quand vous avez testé votre dispositif certificatif tel que défini dans le référentiel de compétences? Là, vous avez pu observer qu'entre la version initiale et la version, la V2, la V3, la V4, ajustements, et puis ce sont ces ajustements qui ont aussi permis de définir les modalités dans le règlement de certification. Donc, oui, c'est exactement ça, en fait. Il faut tester, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, des fois, on se dit, on ne pense pas à certaines particularités. Ah, là, peut-être, oui, on va peut-être par exemple, pour nous, par exemple, la mise en place, la concentration. Ah oui, mais alors là, il va peut-être falloir prévoir, leur dire que il faut des casques qu'on n'avait pas forcément évoqué avant. Enfin, c'est vraiment tester la certification comme si elle devait se passer dans une certification déjà validée, et puis ensuite réajuster en fonction. Et le fait aussi qu'on passe d'une évaluation formative à une certification, on a vraiment une crédibilité qui est beaucoup plus forte avec la certification. Les gens, quand ils reçoivent une convocation, que derrière, effectivement, on indique un peu les différentes sanctions, parce que du coup, il y a quand même des règles à respecter, ah oui, bien sûr. notamment pour des personnes qui viennent de formation, soit d'entreprise, soit via le CPF, ont des devoirs à réaliser. C'est des obligations. Ils ont des obligations, effectivement, à réaliser. Et le fait de leur indiquer, parce que souvent, les personnes qui font des évaluations formatives, soit ne viennent pas, soit ne font pas forcément les choses. Ou alors, on le fait que pendant la formation et les gens, ils ont acquis leurs compétences. Point, ça s'arrête là. Il n'y a pas de contrôle, en fait, aussi pertinent que la certification. Oui, là, pour le coup, les personnes qui passent par leur entreprise où il y a cette obligation d'aller au bout de la certification, pareil pour, par exemple, les personnes qui ont les comptes formation, comptes personnels de formation, qui doivent aller justement au bout de leur cheminement, ça met un socle vraiment très, très sérieux pour le coup, et les apprenants voient ça du coup avec beaucoup de pression. Et le fait de l'avoir testé avant et de l'avoir vraiment… donc, du coup, même si eux le voient avec beaucoup de pression, quand ils arrivent le jour J, c'est tellement bien structuré
quand tu as vraiment bien fait les choses, que les choses, tu les as répétées, que tu as fait face normalement à la majorité des cas, bon, sauf cas particulier, dans quel cas on se réfère à notre petit document, on revient à la source. Ça se passe très bien et c'est parce qu'il y a tout ce travail en amont aussi que ça se passe très bien. Et que du coup, les résultats sont... Et pour nous, après, tout le monde n'obtient pas forcément sa certification, mais en tout cas, dans le process qualité, les choses, elles sont quand même faites avec… Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, quand on met en place l'aménagement des épreuves, le fait de pouvoir un peu mettre en place, le fait de rater, on a la possibilité de recommencer. Enfin, comme c'est bien spécifié, c'est bien écrit, c'est bien, comme c'était bien dit au départ, tout est écrit et c'est vraiment adapté à tout le monde. Et donc, il n'y a pas une chose qui peut être loupée parce qu'on envisage vraiment tous les cas de figure. Tous les cas de figure, pour la Et donc, ça, c'est bien. Et oui, et ça, c'est… enfin, voilà, donc il y a un gros travail d'introspection, de test, de correction, de retest. Oh oui. Voilà, une machine qui tourne, quoi. C'est ça. C'est pas confort sur le moment. Hein. Non. C'est absolument pas confort. On le disait juste avant à Katarzyna, c'est-à-dire que sur le moment, nous, on a fait le choix de se faire accompagner parce que de toute façon, je vois pas comment on peut faire sans, parce que c'est vraiment lourd et c'est tellement précis. Non, Nadia, Kamel, c'est pas comme ça. Il faut faire comme ça, et puis manque ça, et puis rajouter ça, et préciser ça. Et donc, à chaque fois, on reprend, on refait, on se dit cette fois-ci, c'est la bonne. Ah non, il faut recommencer parce qu'il manque des choses. Mais c'est quand même une belle expérience parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, comme on décortique chaque détail, et pour soi, et pour les membres du jury, et pour les participants, les apprenants qui viennent, les candidats qui viennent participer à qui viennent passer cette certification, tout est ficelé et c'est très agréable du coup. Après, voilà, c'est le but. Tiens, il y a une petite question donc, de Stéphanie. Quelles sont les grandes différences entre une procédure qualité et un règlement de certification? Alors, j'ai envie de dire, il y a aussi un petit peu de sémantique. Pour ce qui est de ma manière de procéder, mais quand je dis ma manière, c'est pas, il n'y a pas la méthode Katarzyna. Enfin voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a moi je lui donne ce petit nom-là, une procédure d'assurance qualité dans laquelle on va décrire tout le fonctionnement de la certification avec justement les grands points qu'on est en train d'énoncer, mais vraiment de A à Z. Donc, les prérequis, les modalités, le recrutement du jury, la composition, qu'est-ce qui se passe en cas de dysfonctionnement, par exemple de fraude, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on a une personne en situation de handicap, la politique RGPD, bref, tout va être formalisé. Et après, on peut faire une extraction de ce document qui a plus une destination interne à l'organisme certificateur. Et quand je dis interne, c'est pour les membres de l'organisme, mais aussi pour les jurys, même si ce sont des jurys externes, indépendants, mais qui momentanément vont servir la cause de l'organisme certificateur. On va faire une extraction qui, elle, va être vraiment destinée aux candidats. Quand on va à un examen, eh bien, c'est comme quand on va jouer à un jeu. Excusez-moi pour l'analogie qui n'est peut-être pas la meilleure, mais il faut savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc, le règlement de certification, ce que le règlement de formation, eh bien, le règlement de certification l'est à l'évaluation, c'est vraiment deux règlements séparés. Eh bien, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Combien de temps vont durer les épreuves, au bout de combien de temps, par exemple, je peux sortir si j'ai fini avant. Qu'est-ce qu'il faut que je fournisse dans mon rapport si je dois faire un rapport, etc., etc. Vous voyez, donc il y a vraiment finalement ces deux parties, alors qui peuvent être articulées au sein d'un même document ou qui peuvent faire l'objet de deux documents différents. Ça, j'ai envie de dire, la forme, presque peu importe, mais tout ça doit être pensé. Moi, j'espère que j'ai répondu à votre question, Stéphanie. Alors, j'ai une question de Warda. Avez-vous une trame du règlement de certification pour que l'on y voit plus clair? Alors, non, pas de trame à proprement parler. Alors, moi, j'ai ma logique en tant que consultante. Hein, là, je ne vous réponds en tant que consultante. J'ai ma logique et j'ai mon articulation. Et puis, au bout d'un moment, forcément, on se base dessus. Mais
clairement, vous fournir une trame comme ça en mode texte à trous, ça n'aurait aucun sens parce que toutes les certifications sont différentes et toutes les manières de les aborder aussi. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur et comment on l'explique. C'est plutôt ça qui est important. Donc, je suis vraiment navrée de répondre par la négative, mais en tout cas, c'est important de le voir comme ça. C'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur de la certification, de la procédure d'assurance qualité. En tout cas, comment je la formalise. Parmi les autres éléments qu'on va devoir y faire figurer, on l'a déjà un petit peu dit, mais il y aura les missions du jury. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ce jury et comment il doit le faire? Les profils des membres du jury. Ah oui, pardon, parce que quand je dis les missions du jury, alors encore une fois, c'est variable si on est dans du RS, dans du RNCP, mais on peut avoir des jurys évaluateurs et des jurys certificateurs, et puis on peut avoir aussi des jurys qui assurent les deux rôles. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est des choses comme ça qu'on aborde, qu'on formalise, et après on s'y tient. Et les profils des membres du jury, c'est pareil. À partir de quel moment je considère que mon jury est expert, quel profil il doit avoir, quelles compétences, a priori c'est celle du référentiel, il doit maîtriser pour pouvoir évaluer d'autres candidats. C'est autant de choses qui vont être définies. Et puis on va définir, et ça c'est très important, parce qu'en fait ça vient, comment dire, ça relie tout le reste, les conditions de réussite de la certification. Combien, par exemple, on a pour chaque compétence des critères, et peut-être des critères eux-mêmes déclinés en indicateurs. Bon, encore une fois, ça dépend des référentiels. Combien de critères je dois avoir validés, combien d'indicateurs je dois avoir réussi, ou peut-être que c'est dit en notes. Combien de notes, quelles notes je dois obtenir, quelle moyenne je dois valider pour valider ma compétence. Donc ça aussi, c'est des choses comme ça sur lesquelles on passe pas mal de temps. Et tout ça aussi doit être fait avec une certaine logique de logistique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre dans cette procédure, il faut que vous l'ayez testé, parce que sans ça, après, c'est une usine à gaz, quoi. Oui, clairement. C'est exactement ça. Il faut vraiment avoir tout testé, il faut savoir faire, il faut avoir permis à certains de savoir faire aussi, parce que ce n'est pas le tout de savoir faire soi. Et ensuite, évaluer, mettre des paliers, en fait, pour telle compétence. Par exemple, typiquement pour nous, si on prend la lecture, quelle vitesse de compréhension est attendue, quelle vitesse de lecture est attendue, quel taux de compréhension est attendu, et ainsi de suite pour les différentes compétences. Et après, une fois que c'est défini, après, il n'y a plus qu'à passer à l'examen. Il a 600 mots minutes minimum, parfait, c'est OK. Il l'a pas, on n'a pas validé, et ainsi de suite. Et c'est vrai que au départ, on peut penser justement qu'une certification, c'est très lourd et on peut très vite être dépassé et écrire du contenu et se dire, voilà, c'est très lourd ce système. Et à la fin, c'est qu'au moment où on va tester auprès des gens, qu'on se dit, oh non, mais c'est trop chargé, on aurait dû peut-être mettre du distanciel ou peut-être qu'on aurait pu mettre un peu de l'autonomie. Et finalement, ce qui était bien dans cette certification-là, c'est qu'elle est assez claire et elle est très compréhensive. Et surtout, il y a un élément qui est très important, c'est qu'à la fois, on a mis des points de compétence pour le côté qualitatif et on a mis des points de compétence pour le côté quantitatif. Donc, Nadia a évoqué le quantitatif avec la vitesse, la compréhension, mais aussi sur le qualitatif, c'est comment on se concentre, est-ce qu'il met en place un process pour un environnement propre, etc. Et c'est très important parce que quand on mettait justement en place cet accompagnement de certification-là, on avait justement vu d'autres certifications qui avaient été retirées parce qu'il n'y avait pas ces éléments qui étaient en place. Parce que soit il n'y avait que du qualitatif, soit il n'y avait que du quantitatif et qui n'était pas suffisant justement pour s'assurer de la bonne… de la qualité, en fait. De la certification. Oui. Je rebondis sur une petite question de Manon. Quel niveau d'information du règlement de certification partagé aux partenaires habilités à former, à évaluer? Ah oui, alors très bien. Merci, c'est une très très bonne question. Quel niveau d'information? J'ai envie de dire tout. C'est-à-dire que, alors, quand vous êtes certificateur, vous, c'est pas encore votre cas, hein, si je dis pas de bêtises. Vous avez déjà créé un réseau de partenaires ou pas encore pour l'instant? Non, pour l'instant, non, mais c'est un choix, c'est volontaire. C'est-à-dire que, on se dit que je préfère
maîtriser tout le process de certification et ensuite seulement, j'ouvrirai à des partenariats parce que c'est comme tout, c'est comme partout, il y a à boire et à manger. Et moi, c'est important pour moi qu'il y ait quelque chose de qualitatif et que les personnes repartent avec de réelles compétences et qu'on ne soit pas juste sur des certifications comme ça où on ne sait pas trop ce que font les partenaires. Donc, je préfère déjà asseoir mon socle comme il se doit et ensuite faire des partenariats, mais ce seront des partenariats bien ciblés, vérifiés, etc. Ça, de toute façon, oui, c'est une obligation. Essentiel parce que je ne vais pas mettre en péril ma certification parce que certains font du à peu près, quoi. Et justement, en fait, il y a des niveaux de partenariat. Donc, le premier niveau, c'est qu'il y en a, le premier, c'est qu'on n'en fait pas. Et donc, c'est notre choix pendant au moins 1 an de ne pas faire de partenariat pour s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne maîtrise de notre certification. Ensuite, on a un niveau 1 qui va justement de dire je vous loue la certification, mais les gens viennent passer l'examen chez moi. Et dans ces cas-là, je m'assure moi-même que la certification est bien déroulée. C'est moi qui fais les convocations, etc. Ce que fait un peu. Tu assures des compétences aussi de chacun. C'est un peu ce que, par exemple, si on prend l'exemple du TOEIC, le TOEIC, les gens, ils font la formation et puis ils passent l'examen à la maison. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ça. Et ensuite, le deuxième palier, ça va être justement de dire j'ai tellement confiance en tel organisme, je lui loue ma certification, les gens passent l'examen chez eux et donc je mets en place des audits qui vont permettre de m'assurer que de temps en temps, que les process sont respectés. Et là, donc, ça demande une confiance, mais aussi un certain type d'audit à mettre en place pour s'assurer que tout est bien structuré. Exactement, et c'est ce qu'on va aborder. Donc, pour répondre à votre question, maintenant, vous voyez, en fait, dès lors que vous avez formalisé votre procédure et que vous dites, voilà, on fait les choses dans l'ordre, etc., déjà, ça dépend si vous habilitez uniquement à préparer à la certification, c'est-à-dire à former, et ou à organiser les épreuves. Et donc, forcément, vous allez leur livrer le niveau, parce que si vous leur déléguez l'organisation des épreuves et notamment la sélection du jury, ça veut dire qu'eux-mêmes devront sélectionner des membres du jury conformément à vos propres exigences. Donc, ça veut dire que ces partenaires habilités devront appliquer très exactement ce que vous appliquez à vous-même. Donc, voilà, ça se décline vraiment à tous les niveaux. Voilà. Alors, poursuivons avec d'autres points aussi à intégrer dans ce formalisme. Eh bien, on va y trouver également les conditions de suivi et d'amélioration continue de la certification. Là, voilà, typiquement, quand on parlait d'audit, c'est pareil, hein, je vais en reparler aussi tout à l'heure, mais tout à l'heure dans quelques instants, mais la boucle est bouclée, c'est-à-dire que comment est-ce que j'assure finalement la qualité de mon mode de fonctionnement? Eh bien, je vais procéder à des contrôles, à des audits, à moi-même et à mon réseau de partenaires si j'en ai un. Et ces informations qui vont remonter, parce qu'il y a forcément, tous les voyants sont ouverts, ça fonctionne, c'est génial. Et puis, il va y avoir d'autres éléments qui vont être plus discutables, disons, parce qu'on peut identifier un dysfonctionnement à un moment donné. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Tiens, je me rends compte qu'il y a un point là de la grille d'évaluation. À chaque fois, c'est mal utilisé parce que une fois, 2 fois, 3 fois, les membres du jury, c'est pas possible, ils comprennent rien à ma grille. Non, en fait, s'ils n'ont pas compris, c'est peut-être que c'est la grille qui est mal fichue, quoi. Donc, il faudra la reprendre. Et donc, ça, c'est autant de points, pourquoi pas, qu'on peut reprendre à travers, alors encore une fois, chacun l'appelle un petit peu comme il veut, mais un conseil de perfectionnement. Donc, vous allez, par exemple, réunir à une période définie, j'en sais rien, 1 fois, 2 fois par an, un conseil, donc des experts, des personnes avec qui vous travaillez et experts du sujet, avec qui vous allez échanger, vous allez vous poser la question, outre le fait de est-ce que ma certification, elle est toujours utile et adaptée aux besoins du marché du travail, c'est est-ce que ma certification, elle tourne correctement, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer dans sa mise en œuvre. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir identifier aussi dans ce formalisme. Et puis, il va y avoir aussi les modalités d'encadrement du réseau de partenaires. Donc, modalités d'encadrement, on en revient toujours au même. Hein, c'est, par exemple,
je leur fais remplir en amont un dossier de candidature, j'analyse leur programme de formation, je vérifie s'il colle bien avec mes compétences, et ensuite je procède à des contrôles. Ça peut imaginer des candidats mystères ou je ne sais quoi. Après, encore une fois, on y donne un petit peu la forme que l'on souhaite. Le tout, c'est de démontrer que cet encadrement, il existe et que les partenaires ne sont pas livrés à eux-mêmes, quoi. Ils ne vont pas utiliser la certification comme ça, comme bon leur semble. Voilà, donc en fait, on a déjà anticipé la dernière phase du programme du webinaire, à savoir comment garantir la mise en œuvre des règles qui encadrent la certification. Eh bien, déjà, il faut savoir par qui sont appliquées ces règles, hein, donc par les collaborateurs au sein de l'organisme certificateur, par les membres du jury et par les partenaires habilités. Un truc là d'un coup qui me vient, que j'ai pas forcément mis là dans la petite slide, c'est quand on est co-certificateur, parce qu'on a aussi le cas de figure parfois où on a deux entités qui créent ensemble une certification, donc ce sont des co-certificateurs. Évidemment, les règles du jeu que l'on va établir à travers notre procédure, elles s'appliquent de la même façon à l'un et à l'autre. Hein. Il n'y a pas, on ne fait pas de différence. Donc, on va les mettre dans la case collaborateur. Voilà. Pour préciser, du coup, chez Graines de Réussite, c'est un seul organisme. Hein, c'est une entité entière qui a déposé cette certification. Et donc, on va procéder à des contrôles internes, externes. Donc, ça peut prendre la forme d'audit, donc interne, externe. On va, à travers ces audits, ces contrôles, tout à l'heure, je parlais de candidats mystères, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Eh bien, on va tracer les dysfonctionnements. Alors, quand je dis tracer, c'est ça qui est important. C'est qu'on va les recueillir, on va encore une fois, les passer à la moulinette et puis dire est-ce que c'est, est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est un vrai dysfonctionnement qui va porter atteinte au fonctionnement de ma certification? Et si la réponse est oui, alors qu'est-ce que je fais pour éviter que ça ne se reproduise et améliorer mon fonctionnement? On va mesurer les écarts aussi entre ce qui est dit et concrètement ce qui est fait. Et puis, voilà, on va réunir notre conseil de perfectionnement ou équivalent pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir traiter cette problématique et puis on va mettre en œuvre un plan d'action. Tout ça, alors là, encore une fois, c'est pas la simple formalité administrative, c'est que tout ça doit être tracé parce que c'est aussi ce qui va nourrir. Et là, je vous le dis aussi à tous les deux parce que ça vous concerne en vue du renouvellement. Alors, OK, on a le temps parce que c'est bien, on a obtenu la certification pour 5 ans, mais justement, oui, et oui. On y réfléchit. Voilà, le renouvellement, on y pense dès le départ, en fait. Hein. Et tout ça, ça va être tracé, par exemple, dans des comptes rendus sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et qui vont constituer aussi des éléments de preuve que vous allez pouvoir fournir dans votre dossier au moment de la demande, la nouvelle demande d'enregistrement, hein, de votre certification, pour montrer, encore une fois, que grâce à tout ça, on a pu encore améliorer notre fonctionnement. Donc, tout ça, c'est hyper important. Tu as une question Un exemple de dysfonctionnement. Est-ce que vous en avez déjà eu au sein de Graines de Réussite des dysfonctionnements non, pour l'instant, non. Non, pour l'instant, les sessions qui sont pour passées... l'instant, c'est pas impossible, mais on n'en a pas eu pour l'instant. Vous n'en avez pas eu? Bon, après, un exemple tout bête, c'est, parce que je le sers assez facilement, mais c'est la fraude. Si au cours de l'évaluation, on se rend compte qu'il y a un candidat qui triche, et puis, j'ai envie de dire, les gens sont parfois très créatifs en matière de triche, mais bon, bref, peu importe. On l'a identifié, OK. Alors, l'idée, c'est par la suite, qu'est-ce que je vais mettre en place pour éviter que ça ne se reproduise? Est-ce que j'ai recours à une solution informatique anti-plagiat? Est-ce que je mets plus de surveillants? Voilà, on peut imaginer diverses choses, mais ça fait partie des exemples de dysfonctionnement. Ça pourrait être aussi
une fois, 2 fois, 3 fois, mais j'ai envie de dire dès la première fois, hein, ça envoie un gros warning. Mon candidat se plaint parce qu'il n'a pas reçu sa convocation. Et résultat, il ne s'est pas présenté le jour J. Alors, quand ça se présente une fois, on me dit bon, ok, il y a eu un bug informatique ou c'est peut-être le candidat qui est de mauvaise foi parce que ce jour-là, il ne s'est pas levé, il a mis ça sur le compte de j'ai pas reçu la convocation. Mais si ça se reproduit, c'est là on peut se dire, mais en fait, il y a un souci dans mon mode de fonctionnement. Enfin voilà, donc voilà quelques petits exemples. Voilà, donc on arrive, c'est bien, on est super bien dans le timing, au bout de… C'est ce que j'allais dire, c'est… on arrive au bout de ce webinaire. Est-ce que, pour les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions, là, encore une fois, n'hésitez pas, c'est le moment, posez-les, alors que ce soit à moi, mais surtout à Nadia et Kamel, parce que voilà, ils me font l'immense plaisir, en tout cas, d'être avec moi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, finalement, si on donne un petit mot de la fin par rapport à ce formalisme de la procédure d'assurance qualité, voilà, il y a un certain nombre de points essentiels à ne pas omettre dans ce document, parce que ça prend la forme d'un document. Ce document, il est mis à disposition de tous les acteurs de la certification. Bon, France Compétences est une chose parce que ça fait partie de la demande d'enregistrement, mais au-delà de ça, on a dit en interne, en externe, donc aux jurys, aux personnes qui travaillent au sein de l'organisme certificateur, et puis à travers un règlement d'évaluation, on va le mettre à disposition des candidats, puisque c'est ce qui va leur permettre de savoir, bon, j'aime bien utiliser cette expression, de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi intégrer. Si vous avez, par exemple, des personnes qui s'inscrivent à votre formation en vue de passer la certification, vous pouvez joindre le règlement de certification au livret d'accueil, au livret de l'apprenant ou, encore une fois, au règlement de formation. Enfin, voilà, c'est des choses que vous pouvez transmettre. Voilà. Moi, juste, Katharina, une question d'Elodie. Ouais, juste pour anticiper un peu la question. Effectivement, pour éviter les dysfonctionnements, et ça, tu nous l'avais bien indiqué, et surtout quand on a été accompagné par MyCertif, ça aussi, ça nous a permis d'éviter plein de dysfonctionnements, notamment l'envoi des convocations, notamment la rédaction du compte-rendu du jury, qui est vraiment élaboré en amont. Oui, l'interface est très bien faite. L'interface est très bien faite. Il y a un travail qui est fait en amont. On a fait 3-4 séances pour maîtriser. Et surtout, on a vraiment anticipé un peu toutes ces problématiques. Et c'est effectivement un truc qui aurait pu vraiment être fâcheux, c'est l'envoi des convocations. Où les gens disent « Ah bah non, mais moi, j'ai reçu que 3 jours à l'avance ou une semaine avant, je ne suis pas au courant. » Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un envoi qui est fait et on peut programmer des envois automatiques de rappel. Et parce que les gens, du coup, ils n'ont pas trop d'excuses pour dire « Ah bah non, mais je n'avais pas reçu. » Ouais. Non. Et oui. Mais c'était tout l'intérêt aussi de se faire accompagner. Mais après, ça, c'est un choix personnel. Mais après, quelqu'un qui est très bien structuré, qui a du temps surtout, on peut mettre aussi en place son process comme il se doit. Comment s'est passé le démarrage? On vient d'être certifié, on va démarrer en septembre et toute la mise en route me semble compliquée, EDOF et compagnie. Alors, en vérité, c'est chronophage, c'est pas compliqué en soi, Elodie. Si vous mettez le nez dedans, vous allez vous rendre compte, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, suivre les process de la certification. EDOF, c'est pas si compliqué. Non, c'est très facile. Franchement, vous accédez à l'interface, vous rentrez les différentes… Et puis EDOF, si vous maîtrisez EDOF, allez peut-être en 1 heure chrono, vous mettez, c'est des copier-coller de votre formation. Il y a juste à intégrer le passage lié à la certification, mais ce n'est pas du tout compliqué. Ce qui demande vraiment une bonne rigueur, c'est vraiment de convoquer le jury, de s'assurer que le jury soit là aux dates indiquées. Voilà, que le jury soit bien compétent pour lui expliquer, surtout qu'il soit bien informé, parce que souvent, ce pas des personnes ce sont des personnes qui sont externes à votre structure, donc ils n'ont pas forcément la maîtrise du contenu de la certification. Il faut avoir travaillé ça en amont pour leur expliquer les tenants et les aboutissants. Préparer les examens. Qu'est-ce que du coup, nous, c'est lié à la lecture de la carte mentale, donc on a des supports et des sujets différents. Donc, c'est un peu les préparer en amont, préparer à l'avance
C'est juste de l'anticipation et une certaine rigueur qu'il faut juste avoir en amont. Après, comme a dit Nadia, c'est chronophage. On répète régulièrement et tous les 6 mois, vous faites un peu cette réunion de perfectionnement qui vous dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On trace ça dans un compte rendu, on le garde et puis à un moment donné, est-ce qu'on fait évoluer en place pour améliorer. Typiquement, on a eu une personne par exemple qui était malentendante et ça on le savait déjà parce que elle était venue en formation. Donc d'emblée, nous, c'était anticipé avec cette personne quand elle est venue. On l'a positionnée dans un endroit où justement, comme on l'a mis dans l'autre côté, où elle entendrait les instructions et c'était très facile. Voilà. Mais c'est vraiment pas. C'est nouveau, mais c'est pas compliqué. C'est juste, ça demande une mise en route au départ. Voilà, ça demande du temps au départ et je pense que c'est le point nous qui nous a fait basculer vers parce qu'au début on allait faire les choses tout seul et puis on est basculé vers l'organisme. Mais pour tout ce qui est EDOF et compagnie, vous allez sur l'interface et puis vous suivez à la lettre. Il y a des tutos en plus là-dessus. Élodie, vous avez jamais rentré de formation sur EDOF? C'est la première fois? Elodie a dit merci beaucoup, Go. Je n'avais pas vu. C'est que c'était clair. Elodie, n'hésitez pas si vous. Oui. Je m'avance peut-être un peu, mais à vous contacter entre certificateurs, voilà, pour échanger sur les sujets. Et si vous voulez aussi qu'on en discute, parfois, en passant 20-30 minutes ensemble, ça permet de répondre à toute une série de questions. Et puis après, j'ai envie de dire, une fois que vous êtes sur les rails, il n'y a pas de. Quand vous c'est ça. Voilà, en principe, c'est. Après, c'est facilement. On le reproduit très facilement, c'est juste le démarrage. Bon, c'est nouveau, quoi. EDOF, ce qui demande le plus de temps, c'est l'accréditation. Mais si vous êtes Calliope, vous l'êtes. Après, votre certification, vous avez juste à l'intégrer. Et ça va vraiment, c'est juste rentrer les différents blocs, renseigner les différents blocs et puis. Se familiariser avec l'interface, après, ça roule. Ouais. Après, il y a des accompagnements qui existent là-dessus, donc vous pouvez aussi vous faire aider. Mais bon, franchement, EDOF, c'est autant la certification, oui. Ah oui, non, ça c'est sûr. Essentiel. Je veux dire, on peut avoir tous les templates de la Terre, ça marche pas. Enfin, c'est tellement profond. Non, ça marche pas. Vraiment, nous, avant de te rencontrer, c'était. On a fouiné, regardé, on s'est intéressé à tout ce qui se disait ici et là, mais on s'est dit, mais non, en fait, c'est pas notre job et c'est pas notre boulot, c'est pas notre job et ça va nous demander un temps, une énergie pour, en plus, souvent des refus derrière parce que, et ça, c'est encore plus frustrant parce que si seulement il y avait du temps et de l'énergie et que derrière ça marche, ça va. Mais là, je pense que l'élément, moi, qui m'a le plus marqué sur la certification, ça a été la mise en place des témoignages. Où là, oh là là, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait un formalisme aussi important, clair, simple, mais et en plus, les allers-retours des gens qui nous faisaient effectivement des commentaires sur leurs témoignages. Oui, ils sont super gentils, c'est génial. Je dis oui, merci, mais on s'en fiche en fait, c'est pas ce qu'on nous demande, pitié. Alors, on a fait une espèce de ping-pong comme ça entre nous, les apprenants. À un moment, c'est ce qu'on disait à Katarzyna, c'est qu'à un moment donné, c'est même presque gênant de devoir retourner vers. Oui, alors c'est pas bien formulé. Il va falloir le formuler plutôt de cette manière-là. Plutôt compétence. Orientez-vous compétences. Donc, tout le travail que fait Katarzyna avec nous en nous disant c'est compétences, c'est pas formation, etc. Et ben nous, après, il faut qu'on le fasse la même chose avec les apprenants. Et c'est vrai que c'est. Mais c'est génial quand même. Hein, quoi. Merci pour le quand même. Sur le moment, oui. Bon, enfin voilà. C'est après. Mais c'est essentiel. C'est un projet qu'on porte ensemble. C'est votre projet. C'est juste un accompagnement, mais en tout cas, voilà. Et quelque part, tout ça vous permet aussi de vous préparer au rôle de certificateur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, je regarde l'heure. Alors, juste, je réponds à Elodie et après on coupe, je pense, mais parce qu'Elodie pose la question, est-ce que l'accompagnement MySertif, c'était pour la préparation et le dépôt ou également l'accompagnement sur la mise en œuvre? Non. Nous, l'accompagnement qu'on a eu, c'était avec Katarzyna pour la préparation et le dépôt.
Et encore immense gratitude parce que les 5 ans, c'était inespéré. Et pour nous, c'était vraiment un gage de qualité. On ne regrette pas du tout tout le temps qu'on a passé dessus à justement disséquer, je le redis parce que c'était vraiment le terme. Ce qui a permis du coup derrière 5 ans, c'est pas rien. Et c'est même beaucoup. Et par contre, pour la mise en œuvre derrière de la certification, c'est là où on a fait appel pour une partie de la partie administrative. On a fait appel à MyCertif. Donc voilà. D'ailleurs, vous avez Léa qui vous laisse le mail. Bonjour Léa, merci d'être là. qui vous propose, si vous souhaitez, Elodie, de. Voilà, parfait. Voilà. Alors, c'était pas prévu. Ils sont partis. Là, je sais pas où ils sont passés. Ils ont dû toucher un mauvais bouton. C'est pas grave. Elle revient, Nadia. Hop là. Les joies du direct dedans. Oui, non. Peut-être pas en fait. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'ai Julie qui pose une petite question. Pourriez-vous me dire si dans la procédure d'admission, nous devons formaliser tous les différents cas de figure en fonction des dispositifs? Alors, je suis pas super sûre de comprendre la question, Julie. Dans la procédure d'admission, nous devons formaliser tous les différents cas de figure en fonction des dispositifs. Non, pas. En fait, peu importe de l'origine, j'allais dire que la personne soit CPF ou OPCO ou VAE, nous, on n'a pas besoin de dire d'où ça vient, en fait. Enfin, d'où le candidat vient, il ne me semble pas. Il se présente à une certification, il passe la certification, c'est tout. C'est juste qu'il faut garder à l'esprit que, par contre, quand il y a un financement, suite à une formation, les conditions obligent le candidat à aller au bout et à savoir passer la certification. Mais c'est tout, après, c'est pour soi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est passé comme un éclair ce webinaire, mais c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec différentes personnes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent et de témoigner et aussi d'exposer votre propre expérience maintenant de certificateur, puisque vous faites partie de la liste des certificateurs dont la fiche est active auprès de France Compétences. Merci à tous les participantes, tous les participants. Merci pour vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous contacter directement. Et à très bientôt pour la suite des prochains webinaires. Et pour ceux qui le souhaitent, sachez que à la rentrée, à partir du 2 septembre, si je ne dis pas de bêtises, il y a toute une série aussi de masterclass que je co-anime avec Nathalie Lester, qui est également experte de la certification. Et on met nos regards, notre façon de travailler en commun pour répondre à un maximum de questions à travers des ateliers pratiques. Ouais, ça, c'est la petite page de pub au passage. C'est très bien, c'est top, ça profite à tout le monde. Très belle journée à tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.